dans sa voix, poser les questions directement à Salma El Moumni. Donc voilà, donc je redisais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas, à accéder à la plateforme de vote. Comme je vous disais, vous avez jusqu'à ce dimanche, 10 décembre minuit pour, voter. Donc après ce sera trop tard, donc peut-être que certains d'entre vous attendaient aussi cette, dernière rencontre virtuelle pour, faire votre choix. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire passer aussi l'info aux autres, membres du jury, que vous avez donc jusqu'à ce dimanche pour voter. Eh bien, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps et puis, tout de suite, Henri, je te laisse, la parole pour présenter, Salma El Mouni et puis son tout premier roman, Adulte Angers, paru aux éditions Grasset. Bonne rencontre à toutes et à tous. Ah, Henri, je crois que Henri, ton tu ton n'as pas ton micro, micro. ouais, est coupé. Ah, c'est embêtant ça, effectivement. Bonjour, bonjour. Pardon. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Marine. Alors l'idée de la rencontre, c'est effectivement que vous preniez la parole. L'objectif, c'est que ce soit vous qui posiez les questions. Donc ce que je vous propose, c'est le temps que vous vous mettiez un peu en route, que vous appuyiez déjà sur l'option lever la main qui est en haut là, du petit écran Teams. Comme ça, après moi, je vous passe la parole. Vous allumez votre caméra, votre micro, pas comme moi, vous oubliez pas le micro, et vous posez directement votre question à Salma. Une fois que la réponse est terminée, si vous voulez bien, vous débranchez votre caméra et votre micro, parce que sinon après, ça fait un peu des interférences et c'est compliqué de tous se comprendre. Et si vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous pouvez écrire dans le fil de conversation et moi je pose les questions. Salma, du coup, votre roman est paru à la rentrée littéraire, donc ça fait quelques mois. Vous avez donc à cette occasion, j'imagine, fait pas mal de rencontres, outre les rencontres avec les étudiants pour le prix France Culture, fait des rencontres en librairie ou en tout cas rencontrer les lecteurs. Et je voulais vous demander, puisque votre livre est comme un est un livre très touchant qui parle quand même beaucoup de solitude du personnage d'Alia. Quelles avaient été les réactions des lecteurs et des lectrices? Est-ce que vous aviez eu des remontées un peu des lecteurs et des lectrices au cours des rencontres? Est-ce que certains et certaines vous ont dit s'être retrouvés par certains côtés dans ce très très beau personnage? Bonjour, merci. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer des lecteurs durant différentes occasions. Et ce que j'ai appris surtout avec la publication du roman, c'est qu'en fait, l'auteur devient une sorte de figure de confident où les lecteurs, en fait, se retrouvent ou pas à travers le personnage d'Alia et se sentent le besoin en fait d'en faire part à l'auteur. Et ça a été une expérience assez nouvelle pour moi, j'avoue, puisque en fait, enfin, ça diffère vachement du processus d'écriture qui est un processus très solitaire. Que d'un coup, en fait, avoir ce personnage qui prend vie et qui devient un peu, enfin voilà, que chacun s'approprie. Et voilà, donc c'était assez particulier et il y avait une sorte oui, de plusieurs témoignages individuels qui créaient une sorte de sororité. Enfin, j'aime dire sororité parce qu'effectivement, c'est un personnage féminin et qu'il est beaucoup question de genre, euh, mais j'ai aimé recevoir ces différents témoignages et puis ça m'a un peu consolée, disons. Est-ce que on pourrait dire que le personnage entre guillemets, vous a échappé, mais dans un sens positif, c'est-à-dire qu'une fois que le livre paraît, finalement, bien évidemment, Alias et son histoire, c'est une histoire écrite par Salma El Moumni, mais que finalement, à un moment donné, elle ne vous appartient plus seulement à vous, mais aussi au lecteur, et que quelque part, elle prend sa vie propre, ce qui, quelque part, est aussi l'enjeu du livre, dans Oui. son trajet à elle. Oui, oui, absolument. C'est un peu enfin, le défi ou le pacte qu'on se fait quand on accepte de publier un roman, c'est de se dire qu'en fait, à partir du moment où il est dans toutes les librairies, il nous appartient plus vraiment. Et c'est vrai que moi qui étais très, enfin, qui avait à cœur de préciser chaque chose dans le processus d'écriture, de vraiment vouloir que mes intentions soient les plus claires, quand j'échangeais avec mon éditeur, là, ça a complètement basculé en fait, où il fallait accepter l'idée que des interprétations allaient être faites et qui n'étaient pas peut-être
tels que moi je les avais ressentis quand j'avais écrit le roman. Typiquement, enfin, l'idée par exemple de dire est-ce que Salma c'est Alia, etc. Enfin, voilà, c'est tout un tas de questions qu'il faut accepter de ne plus maîtriser. Et en même temps, c'est un beau parcours en fait pour mon personnage, pour l'histoire, pour Tanger, Lyon, enfin de voyager un peu partout en France et de toucher différentes personnes différemment. Enfin, voilà. Donc c'est un peu ouais, voilà, le retour de la publication et puis de pouvoir avoir plusieurs lectures possibles. C'est aussi ça qui rend le livre un peu plus riche. Ouais. Ah oui, et puis il y en a effectivement, il y a plein de manières de l'appréhender, et pour l'avoir lu plusieurs fois, du coup, il s'éclaire, en fait. À chaque fois, vous parliez de dimension consolatoire. En tout cas, vous avez évoqué ce mot-là. Euh, Est-ce que vous accepteriez de nous en dire un petit peu plus là-dessus, ou on se dit que ça reste de côté, et c'est perso, si c'est, Euh, voilà. non, bien sûr. En fait, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé écrire, mais qui m'a aussi beaucoup remué, qui m'a... euh, Enfin, si la lecture a été difficile, et je pense qu'elle l'a été pour beaucoup, il faut imaginer qu'elle l'a été encore plus, enfin, à écrire en fait. Et donc, il fallait un peu aller à l'intérieur de soi, fouiller, peut-être toucher des choses qui n'étaient pas très agréables, notamment sur la question de qu'est-ce que c'est d'être une femme marocaine en France, qu'est-ce que c'est de se comparer à d'autres femmes, d'interroger son accent, sa couleur de peau, la forme enfin des traits de son visage, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui, bien que le personnage soit un personnage et que ce soit un roman, et bah, ça demandait quelque chose de moi en fait aussi, parce que bon voilà, c'est un premier roman, donc c'est peut-être un peu plus viscéral, je sais pas. Et je sais pas ce qui pousse en fait à écrire un premier roman exactement, mais voilà, il y a Hmm. quelque chose aussi qui vient de l'intérieur de soi et qui et c'est ce que je veux dire par consoler, c'est qu'en fait quand on a un retour quelconque, on a l'impression que voilà, cette souffrance n'a pas été vaine et que il y a quelque chose qui fait sens et c'est très réparateur. Oui, oui, parce que quelque part, et on va y revenir, c'est un roman aussi qui a un dispositif très fort avec la mise à distance, de l'adresse, en Mm. tu, enfin l'écriture en deuxième personne du singulier, et en même temps, dans tout ce que vous dites, on sent aussi que l'écriture, c'est aussi quelque chose qui a un pouvoir de réconciliation. Et- Oui, c'est ce que bah, de toute façon, c'est la démarche même du personnage, c'est d'essayer de se parler. Alors écrire, parler, bon, enfin l'idée c'est de, en tout cas, formuler des choses, aller à l'intérieur de soi, faire une sorte d'introspection pour essayer de trouver des solutions ou au moins euh, parler de ce qui est en train de se passer. Là où justement, enfin l'alternative serait une sorte de silence slash déni qui en réalité, enfin, ne l'amènerait pas bien loin puisque les questions sont là. Donc c'est un peu toute l'idée de l'écriture et puis aussi avec ce processus du tu et à force d'en parler, en fait je ne sais même plus en réalité si effectivement c'est la narratrice qui se... Enfin, en fait, ça pourrait être plusieurs choses, mais la narratrice qui se parle, mais aussi peut-être l'autrice qui parle à sa narratrice, ou bien même la narratrice qui parle à l'autrice. Et en fait, il y a une sorte de mélange un peu où, effectivement, bien sûr, le lecteur qui peut à la fois être... euh, Enfin, en fait, une sorte d'interchangeabilité entre ma place à moi et celle du lecteur, où on est tous les deux face à cette Alia qui peut-être nous parle ou on lui parle, on ne sait pas bien. Et puis euh, voilà, d'où cette dimension peut-être de réparation ou en tout cas d'écriture comme consolation. En tout cas, le dialogue s'instaure, du coup. Oui, le dialogue Et, s'instaure, oui. et c'est vrai que tout le long de la lecture, on se rend compte du pouvoir que vous donnez aux mots. Et en même temps, des mots à la suite des autres, ça fait des phrases. Et la question du style, c'est comment est-ce que ces phrases, elles rentrent en écho et elles s'entrechoquent, etc. Et en tout cas, on sent une énorme énergie, un souffle très romanesque à la lecture. Et vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la période d'écriture. En combien de temps vous avez écrit le livre? Ça vous a pris beaucoup, beaucoup de temps?
Oui, ça m'a pris, quelques années, alors je sais pas, 3-4 ans je pense, mais en fait, c'est parce que j'avais pas encore réalisé au moment où j'écrivais des bouts de ce roman que ça allait être un roman. Bon, ça m'a pris aussi un peu de temps à conscientiser l'acte d'écrire un roman et pas juste écrire des bouts de texte comme ça à la volée comme, j'avais l'habitude de faire, jusque-là. Hem Et à partir de là, une fois que le cap est fait, il faut quand même, bah, cette fois penser, une énergie autre qui est celle d'un roman avec donc, une logique interne, enfin c'est une autre économie en réalité que de juste, enfin écrire voilà 15, 20 lignes, comme ça parce qu'on en avait besoin ou envie. Hem, donc ça m'a pris du temps et puis voilà, donc ça a été, un peu une sorte de rupture avec Alia que de la laisser de côté et d'arrêter d'écrire, ce roman pour accepter qu'il soit publié, quoi. En écho à ce que vous venez de dire et ce qu'on a évoqué sur la deuxième personne du singulier, Jifa, du coup, écrit dans la conversation, dans le fil de conversation, une question, du coup, je vais vous la lire, Salma. Bonjour, j'ai une question quant à l'utilisation du tu. J'ai énormément aimé ce choix. J'y ai vu une représentation linguistique du rapport compliqué d'Alia avec son corps, de son détachement et son trouble par rapport à celui-ci. Jifar ajoute, c'est une interprétation personnelle. Je me demandais donc si c'était voulu ou pas du tout, ou s'il y avait une toute autre volonté. Et elle vous remercie. Bah, bonjour, merci pour la question et effectivement, en fait, le tu, c'est aussi une représentation, dans l'écriture de cette, dissociation qu'a Alia avec son corps et c'est même, enfin, la raison principale. C'est un roman qui n'aurait pas pu, être écrit à mon sens, enfin, avec un «je» ou un «elle», dans la mesure où Alia, en fait, à travers le processus des photos, mais même de manière générale, en s'interrogeant en permanence sur ce qu'elle dégage, sur ce qu'elle représente et ce que les autres voient d'elle, ne peut plus avoir accès immédiatement, en fait, à, sa conscience ou enfin comme on l'a tous quoi, enfin de se parler intérieurement. Elle se parle comme elle se parlerait de l'extérieur, en fait et donc ce tu-là est la marque où en fait la résultante un peu de toute enfin, toute une vie où en fait elle s'est parlé, où elle s'est regardée comme les autres la regardent et donc dans ce tu-là, il y a non seulement, la voix de la narratrice, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle se dit, mais il y a aussi une sorte d'accusation de toutes les autres, voix qu'elle a pu entendre en fait et qu'elle a fini par intérioriser. Celle de la mère, celle du père, celle de la société de manière générale, enfin une sorte de surmoi un peu abstrait ou et qui permet davantage en fait l'accusation. Parce que le tu enfin ce qui est bien avec le tu, c'est qu'on peut s'accuser, on peut se critiquer, on peut ce qui est plus compliqué avec un jeu, ou en tout cas plus, enfin qui tourne, en rond. Voilà. Merci beaucoup. Bah, j'espère que Salma a répondu à votre question. Alors, vous n'hésitez pas, vous continuez à poser des questions, hein. Je sais que des fois, c'est pas forcément évident de prendre la parole, mais voilà, on est entre nous. L'objectif, c'est que, et je pense que Salma sera d'accord, il n'y a pas de mauvaises questions. On est tous là juste pour partager ce moment-là et n'hésitez pas à en profiter. C'est un moment pour que vous preniez la parole. Donc, voilà, moi, je vais continuer du coup à poser quelques questions, mais n'hésitez pas quand vous sentez que quelque chose vous interroge, etc., je vous donne tout de suite la parole, hein. Le fil de la conversation, il va être fluide et en tout cas, il y a aucun jugement des questions, loin de là, loin de là. Je crois que Colline a une question. Donc, Colline, bah, voilà, vous pouvez brancher votre caméra, votre micro, c'est à vous. Bonjour, merci pour la rencontre, c'est super, super intéressant. J'ai pas pu assister à toutes les rencontres, mais quand j'en ai l'occasion, c'est avec plaisir. J'avais une question, pourquoi avoir nommé les villes, de Tanger et de Lyon et pas dire une grande ville de France ou de Maroc ou voilà? C'est une question assez simple, mais ça m'interroge. Merci, Salma, d'avance. Merci Colline. Non, enfin, c'est une question intéressante parce qu'effectivement les 2 villes prennent un peu une place, significative, dans le roman. C'est pas juste des villes qui ont été choisies par hasard pour créer un cadre, spatio-temporel donc effectivement c'est pas anodin. Bah, Tanger en fait
C'est parce que je voulais distinguer justement la ville de Tanger de celle de Casablanca ou des villes plus grandes, parce qu'en fait, c'est une ville qui m'est chère moi personnellement, et c'est aussi parce que je voulais décrire une ville qui était incarnée. Donc je voulais vraiment qu'il y ait une sorte de lien affectif, ou même... Enfin voilà, donc rien de mieux que d'avoir vraiment habité les lieux pour pouvoir en parler correctement. Euh, voilà, pour pouvoir faire une sorte de sinuosité où on a des parcours, des boulevards qui croisent des rues, et ça, c'était important pour moi de connaître aussi. Ce que j'aimais, c'est le côté avec donc, le détroit. Enfin, c'est une ville qui est extraordinaire. Après, je suis un peu biaisée, mais il y a le côté marin, puis il y a le côté aussi de l'Espagne en face. Donc déjà, une sorte de vue sur l'Europe et l'ailleurs, quoi. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis Lyon, alors Lyon, c'est aussi parce que, voilà, pour des éléments purement biographiques d'avoir habité, mais en effet, c'est pas la seule ville que j'ai connue en France, donc j'aurais pu écrire sur une autre. Mais ce que je trouvais intéressant pour Lyon, c'est qu'en fait, c'est une ville qui, voilà, n'est pas le petit bourg où en fait l'arrivée d'une Marocaine serait l'événement de l'année, et donc forcément en fait l'expérience d'étrangeté aurait été beaucoup plus violente, et en même temps c'est pas la ville immense où en fait comme Paris où on s'en fiche un petit peu parce que l'anonymat est total et qu'elle est beaucoup plus cosmopolite. La particularité de Lyon aussi, c'est que c'est une ville quand même où il y a enfin un peu moins ouverte, on va dire, où l'extrême droite est quand même, certes pas dans les votes, mais dans la rue. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup choquée, en fait, quand j'y étais. Et c'est ce qui avait donné un peu Enfin, j'ai commencé à écrire ce roman à Lyon, parce que justement, c'était cette vue-là qui m'avait un peu oppressée, en fait, sur les quais de Saône, de voir Génération Identitaire qui n'existe plus, mais qui a été bien remplacée par d'autres groupuscules qui existent encore et qui sont encore actifs, en fait. L'actualité nous le montre. Donc, je trouvais ça important, en fait, de parler de ce que ça fait de l'autre côté, et quel climat un peu de terreur ça instaure, en fait, quand on est étranger. Voilà, une jeune femme, mais pas que. Voilà pour ces deux villes. Merci Salma. Alors voilà, venez continuer à poser des questions, n'hésitez pas. Peut-être on peut continuer sur sur la dimension urbaine du roman. On peut dire en tout cas que les villes sont des personnages à part entière, hein, du livre. Et clairement, c'est pas des descriptions de cartes postales. La description que vous faites de Tanger, c'est vraiment pas celle que nous occidentaux à laquelle on peut être habitué. On a pu lire beaucoup de choses sur cette ville ouverte, les horizons, l'architecture très particulière. On pense aussi à toute la littérature de Beat Generation, de Burroughs, etc. Et quelque part, dans le roman, les deux villes, à leur manière, sont un espace aussi de menace et de danger. Et là, on en arrive forcément à la dimension qui parle des hommes, où dès le début, très vite, vous nous expliquez comment finalement être une femme à Tanger, c'est pas et être une femme à Lyon n'est sûrement pas facile non plus, mais en tout cas, vous expliquez comment euh, le personnage d'Alia subit ce qu'on peut appeler du harcèlement de rue, je pense, et pour le coup, on comprend clairement qu'il n'y a aucune autre raison que celle d'être une jeune femme, peut-être une jeune femme jolie en plus. Euh, comment c'est apparu dans l'écriture, je dirais, ces scènes du début qui sont très visuelles, qui nous instaurent, qui nous installent tout de suite vous savez, dans ce climat d'inquiétante étrangeté aussi et de menace permanente que vous allez dérouler au fil de l'écriture. C'est quelque chose qui était présent dès le début de votre projet? Oui, oui, bien sûr. En fait, le projet a vraiment été de parler de ce que ça fait, en fait, d'être regardé de l'extérieur, que là, le harcèlement enfin, le harcèlement de rue, ou de manière générale, tout ce qui lui arrive, en fait, comme violence, ne sont pas juste des violences ponctuelles qui, justement, pourraient... Enfin, évidemment qu'elle s'en remettra, et elle s'en est remise, c'est pas la question, mais en fait, il y a une sorte de construction de soi qui est façonnée également par ce qui se passe autour. Et justement, c'est ce que... Enfin,
C'est même pas qu'elle est jolie et en réalité, on le sait pas vraiment si elle est jolie, cette Alia, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, même quand elle a même pas l'âge encore d'être jolie ou pas, ou d'être perçue comme telle, elle se fait suivre. Elle a 10 ans la première fois que ça lui arrive et un âge où elle comprend même pas, en fait, en réalité, ce qui est en train de se jouer. Et c'était important pour moi, justement, de montrer comment une sorte de rapport, enfin de menace systémique qui lui arrive en permanence, crée une identité qui est déjà fêlée, parce qu'en fait, il y a à force de sentir qu'on dérange autour, en fait, il y a une sorte d'intégration en fait de cette menace-là. Et donc, à partir de là, on ne sait pas très bien comment se percevoir. Et puis, de l'autre côté, euh, de montrer, oui, non, de montrer en fait, voilà, c'est la femme qu'on devient après ça. Parce que enfin, c'est des violences qui vous suivent une vie entière, en fait. Oui, pardon, c'est vrai que je me suis pas très bien exprimé. C'était pas l'idée d'être jolie, en tout cas, c'était de devenir objet de désir. En fait, en tout cas, c'est Oui, comme ça que je oui, l'ai oui, j'ai ressenti, complètement. c'est Mais très qu'elle tôt. passe de statut d'enfant à Ouais, jeune femme regardée, et tout d'un ouais. coup, on sent que la question du désir de l'homme est au centre, c'est-à-dire, enfin, Ouais. de l'homme, qu'est-ce qu'il fait de son désir, et finalement, la femme est d'emblée coupable du désir que peut ressentir l'homme. On sent cette violence immédiate. Absolument, la femme est d'emblée coupable et en fait, elle finit par elle-même y croire à cette culpabilité. Et donc de penser qu'elle mérite un tas de maltraitance, c'est ça qu'on dit, par la suite. Euh, Comme par exemple la scène où elle est avec Quentin, et enfin qui est la scène du viol, et qu'elle garde un petit sourire fin, parce qu'en fait, tout le long, elle a juste peur de dire non, parce qu'en réalité, elle pense pas mériter bien mieux. Et en fait, il y a tout un processus où, comme personne ne lui explique et que personne ne lui parle, elle pense que voilà, si elle a vécu ça, c'est parce qu'il y a eu ces photos, et si ces photos ont été publiées, c'est parce qu'elle les a prises. En fait, il y a tout un schéma de culpabilité qui n'implique que sa propre responsabilité. Oui, oui, et vous agitez même une responsabilité légale finalement Oui, quand vous mentionnez l'article 483 du Code pénal. Peut-être on peut le relire juste une seconde, c'est parce qu'il est inscrit dans le roman. Quiconque par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes commet un outrage public à la pudeur est puni de l'emprisonnement d'1 mois à 2 ans. Et finalement, ça signe presque l'impossible retour d'Alia dans, dans, dans son pays natal. On va revenir sur cette question-là, mais les femmes sont coupables, en fait. les femmes sont coupables et les femmes n'ont aucun rempart en fait de protection. Enfin, les jeunes femmes en l'occurrence, parce que c'est aussi un roman où en fait elle apprend l'impuissance de sa mère, l'impuissance de son père, l'impuissance de l'État, et en fait elle se rend bien compte qu'elle est seule finalement face à ce qui lui arrive, et que voilà, au lieu d'entendre ces femmes-là, on leur dit plutôt bah fais en sorte qu'on ne te remarque pas trop. Et donc il y a toute une, enfin oui, toute une réalisation un peu cruelle, parce que enfin, par la violence, que non seulement les femmes sont coupables, mais très très seules, quoi, isolées. Alors, on reviendra sur cette dimension d'isolement, mais alors une question d'Ousmane dans le fil de conversation qui vous demande, Salma, pourquoi ce choix de l'ouverture du livre sur des vers de Montaigne? Alors peut-être on peut les relire, à moins vous les connaissez sûrement par cœur. Vous pouvez nous l'exergue, vous pouvez nous la... Je suis pas sûre. Alors, quand on Hein. me demande raison de mes voyages, je réponds je sais ce que je fuis, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et la suite, c'est mais je ne sais pas ce que je cherche. Donc, c'était ça la vraie citation qui a été tronquée. Et parce qu'en fait, bon, j'aime beaucoup Montaigne, mais ce que j'aimais particulièrement dans cette citation, c'était de cette notion de fuite, justement, et de savoir ce que l'on fuit. euh, de, de, et je trouvais que c'était une belle. En fait, ce serait une phrase qu'on pourrait répondre, en fait, enfin, que Alia pourrait répondre aux personnes qui lui posaient la question de ce qu'elle faisait là. Et, euh, et d'un autre côté, j'aime bien, en fait, cette référence à Montaigne qui, lui, a beaucoup parlé du corps, beaucoup évoqué justement cette machine bizarre qu'est le corps, qui était assez
nouvelle en fait. Enfin, ce questionnement était assez nouveau à son époque et donc voilà, c'était peut-être un petit hommage à Montaigne. Oui, parce qu'il y a, il y a un trajet physique et géographique dans le livre. Alia part de Tanger pour Lyon et après avoir vu ou cru voir Quentin, Ouais. retournera au Maroc. Mais est-ce que à travers cette fuite, vous diriez qu'elle se retrouve elle-même? Oui, absolument. Alors, c'est pas vraiment à travers la fuite qu'elle se retrouve. En tout cas, elle se retrouve à la fin du roman, d'où le retour au jeu, qui est donc une sorte de dépassement de cette dissociation permanente qu'elle ressent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que son voyage physique n'a pas été mental. Je m'explique, c'est en ayant quitté brutalement Tanger, elle se retrouve à Lyon, mais en réalité, les années passent et elle n'est pas vraiment passée à autre chose. Elle est restée dans cette terreur un peu adolescente encore vive, de penser que ses parents pourraient tomber sur ses photos, que on l'attend encore et au Maroc, elle est, enfin, une heure la loi. Enfin voilà, il y a une sorte de peur assez juvénile encore, qui est en fait une réponse au traumatisme que de justement ressentir les choses de façon très intense. Elle cherche Quentin partout parce qu'elle le pense un omnipotent, en fait. Enfin, il saurait, par je ne sais quel moyen, où elle vit, il la suivrait. Enfin, voilà. Donc, c'est une sorte de peur qui fait qu'on est complètement isolé des autres. Et ça n'aide pas quand on passe son temps à se parler qu'à soi-même, en fait. Et voilà, donc... et ça, elle n'a aucun moyen de le savoir avant d'arriver à Casablanca, de revoir Ilias et de voir, en fait, l'homme qu'il est devenu. Quelqu'un en fait pour qui les années ont passé, bon voilà, peu importe ce qu'elles ont fait de lui, le portrait n'est pas très flatteur, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'elle réalise voilà, que le temps a passé pour tout le monde, que tout le monde a grandi, ils ont eu leur malheur, leur bonheur, leur machin, mais elle est restée, c'est une sorte d'amas de pixels voilà, figés sur Internet. Et cette rencontre ou cette ultime désillusion lui permet de passer le cap et donc de revenir à elle-même quelque part. Mais justement, c'est pas les voyages en fait et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette citation de Montaigne, c'est qu'en fait la fuite a quelque chose d'incomplet parce qu'en fait, enfin, elle a beau fuir, comme il y a un passage où elle parle justement des valises, de façon un peu mélodramatique, mais voilà, les valises qu'on ouvre en fait comportent encore tous nos bagages, si on veut utiliser un peu la polysémie du mot. Et bon, elle a beau débarquer à Lyon, en fait, tant qu'elle n'a pas guéri de l'intérieur ce qui lui arrive, ça la suivra partout. Et voilà, donc au-delà même du retour au Maroc, c'est vraiment cette rencontre avec Ilias le nouvel Ilias, le réel Ilias peut-être, qu'elle passe à autre chose, on va dire. Merci beaucoup. Alors on a une question de Polo qui revient, plus sur peut-être sur la notion d'alter ego et qui vous demande, enfin qui vous dit donc: «C'est un récit bouleversant qui m'a ému et m'a fait réfléchir». Est-ce une autobiographie de par l'usage de la deuxième personne? Non. Non, ouais, si j'avais envie d'écrire une autobiographie, je m'emmerderais pas à écrire un personnage de Alia, j'écrirais sur moi, mais non. Je sais que... Mais c'est ce qu'on disait en fait au début en parlant de la question de l'interprétation. Et autant j'avais très peur en fait qu'on pense que c'était moi au début, avant que le livre ne paraisse. Autant aujourd'hui, je dirais que non. Ce n'est pas une autobiographie, l'usage de la deuxième personne et et au-delà en fait c'est vraiment sur le processus même de Alia qu'en fait que j'ai voulu faire ce tu, pas pour m'inclure. Après je comprendrais en fait, je sais pas, je comprendrais qu'on veuille m'associer à ce personnage et ça me dérange pas, j'aime bien Alia, j'aime beaucoup Alia, donc si on a envie de penser que Alia c'est moi, bah, ça me va, je trouverais ça un petit peu dommage parce que c'est pas vrai, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je dis que non, mais bon.
De toute façon, enfin voilà, c'est aussi un aveu d'impuissance que de répondre systématiquement à cette question qui continue d'être posée. Donc je pense que voilà, il faut faire la paix avec les choses et laisser les gens faire leur choix. Mais non, c'est pas une autobiographie. Non, mais en tout cas, c'est marrant parce que la récurrence de cette question, du coup, par rapport à ce que vous disiez en début d'entretien, enfin de discussion tous ensemble, et que finalement, ça révèle que ce personnage est infiniment attachant. On a envie de l'aimer et qu'on a envie de voir. Alors peut-être effectivement, qu'est-ce qu'il y a de l'auteur dans un personnage. Finalement, Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi, donc il y aura forcément Voilà. des petites choses. Mais c'est peut-être en tout cas plus complexe qu'une autobiographie. Voilà, on Oui. va dire. Et puis, Hein. aussi, enfin, ma vie n'est pas du tout intéressante. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que pff, j'ai 24 ans, enfin, et sensiblement le même âge que la majorité des étudiants. Et vous voyez, enfin, on a enfin, tendance à penser que notre vie est extraordinaire, mais si j'écrivais vraiment sur ma vie, ce serait vraiment, vraiment pas intéressant. Et du coup, c'est je vois en quoi on a envie que Alia soit vivante, parce que bah voilà, on aimerait qu'elle existe vraiment. Et je sais qu'Ilias, pareil, a été sujet à beaucoup, beaucoup d'émoi, mais malheureusement, même moi, je suis dégoûtée, mais c'est pas moi, c'est pas. Elias n'existe pas vraiment. En tout cas, on a compris, en tout cas, Alia, c'est pas vous. Voilà. Hein. Ah, mais c'est intéressant parce que vous dites écrire à 24 ans sur ma vie, ce serait pas forcément intéressant, mais on est quand même dans une société où chacun documente extrêmement sa vie, alors pas forcément par de l'écrit, mais Mm. par des images. Et là, on arrive à un autre des points centraux de votre roman et du projet littéraire, c'est la question du regard, la question des photos, la question de la réappropriation du corps, parce que le roman commence quand même sur cette scène incroyable où Alia est devant son miroir, s'ausculte, examine attentivement son corps, et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'à travers les photos, elle se réapproprie la féminité qu'elle masque dans la rue, parce que sinon elle risque de se faire siffler, de se faire harceler, etc. Il faut qu'Alia elle passe par le regard extérieur, par la distance, par un regard autre sur son corps que le sien, pour euh, vivre sa féminité sereinement. Euh, Alors, je sais pas tellement si elle la vit sereinement, parce que, et même si elle arrive vraiment à cette paix intérieure à un moment dans le roman, mais en tout cas, effectivement, il y a la question de la représentation et du regard qui est donc enfin, la question cruciale chez ce personnage. Et alors, en fait, la prise de photo est un peu double et enfin, pernicieuse en cela, c'est qu'en fait, là où elle fait croire que c'est une manière de se réapproprier ou de s'émanciper du regard des autres. En fait, elle invite le regard des autres dans l'intimité de sa chambre et même dans son propre, enfin, à travers ses propres yeux, quoi. Et parce qu'en fait, l'idée de prendre des photos, c'était d'imiter enfin, ce à quoi elle ressemble dans la rue et de vouloir se regarder d'extérieur pour pouvoir comprendre pourquoi il y a ce harcèlement de rue, pourquoi elle se fait, euh, pourquoi on lui parle, pourquoi on la regarde, enfin, pourquoi juste son existence n'est pas banale quand elle rentre de chez elle ou quoi que ce soit. Donc en fait, en se prenant en photo, euh, c'est pas vraiment une question d'émancipation que de reproduction en fait du schéma patriarcal, que de jouer justement ce jeu de représentation et de se faire voir comme un homme la regarderait. Et c'est là qu'en fait le problème est vraiment noueux, c'est qu'en fait en imitant le regard des hommes, elle devient, enfin elle se sépare d'elle parce qu'elle sait pas bien si quand elle se regarde c'est elle ou si c'est ce que la société voit d'elle. D'où le tu et d'où le passage où j'écris tes yeux deviennent leurs yeux, tes mains leurs mains, etc. Et c'est donc c'est plus complexe que ça en fait. Là où j'aimerais bien justement, enfin on aimerait tous, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire en permanence qu'en fait mettre en scène son corps, c'est aussi se réapproprier ce corps-là. On ne sait pas bien si finalement il n'y a pas une sorte de vision biaisée où mettre en scène son corps, c'est aussi finalement juste participer à ce cercle vicieux. Mais bon, je m'arrête là, sinon je passe pour une réac, mais Non, non, mais c'est en tout cas une réflexion sur
Oui, effectivement, sur notre époque, mais alors pas que, hein. Enfin, je pense que ça fait 60 ans qu'on se pose la question de ce que c'est, parce qu'on est de plus en plus dans une société où on est dans la représentation, et on est de moins en moins, Heu, juste là, quoi. Enfin, mais par exemple, il y a quelques jours, à la fin d'une rencontre, j'ai une dame qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle trouvait ça, assez marquant. Bah, elle avait même pas lu le roman, c'était juste à la fin de la rencontre et elle a dit, «Je trouve ça fou parce que moi, je me suis jamais posé la question, en fait, de est-ce que ce sont enfin, ce que je vois de moi, est-ce que ce sont les hommes qui, est-ce que ça a été façonné, en fait, par» je dis les hommes, mais bon, c'est aussi la pub, les magazines, la télé, les séries, les trucs, les machins. Et peut-être que l'avantage de notre génération, c'est qu'en fait, on se pose plus peut-être la question, je sais pas. Enfin, en tout cas, si je me la pose moi, je suis pas la seule. Donc, là où peut-être d'autres générations qui ont fait les frais de la nouveauté en fait de ces représentations-là ne se sont pas vraiment posé la question et ont pensé euh, que c'était elle qui pensait ça. Mmh. Je sais pas si c'est très clair. Oui, oui, bah, si, parce qu'en fait, c'est une question complexe, donc c'est vrai que forcément la réponse est Oui, complexe et il suffit l'idée, c'est pas qu'elle, se photographie pour, retrouver sa liberté, mais en tout cas, elle se photographie pour retrouver une certaine expression de sa féminité et là où peut-être c'est la condition du malheur, c'est que ce qui aurait dû rester de l'ordre du privé devient public oui, et d'ailleurs, c'est là où le roman aussi pose encore une question qui est bien plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on on saura jamais vraiment comment les photos ont été dévoilées, comment elles se retrouvent sur internet. Vous donner des pistes, mais c'est aussi une manière peut-être de mentionner, tout ce dans et encore une fois sans être moralisatrice ou oui. moralisateur ou d'avoir un avis très conservateur sur l'usage des réseaux sociaux, mais en tout cas de dire: «Attention, il y a un danger là». Bah, en fait, effectivement, au début, elle se posait des questions, elle essayait d'émettre des hypothèses, mais en fait, ce pourquoi j'ai pas voulu insister sur la question de quête, sur qui est le coupable ou qui est derrière, c'est qu'en fait, c'est que ça n'a plus vraiment d'importance à partir du moment où les photos sont là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Alia découvre justement et que je trouvais intéressant à explorer. Enfin, de toute façon, la personne n'admettra pas. Enfin, ça n'arrive pas comme ça. Voilà, personne ne va dire: «Ah ah, c'est moi qui ai envoyé les photos. Bon voilà, tant pis». Et même au-delà de ça, ça n'a enfin, la résultante est la même, c'est que ces photos-là sont à la portée de tout le monde et que de toute façon, elles sont là et on sait que enfin voilà, il y a tout tout un tas de systèmes qui font que, une photo publiée reste à jamais et donc même si voilà, le compte est supprimé ou je ne sais quoi, c'est fini. Et donc ce sur quoi je voulais insister, c'était l'après et pas Mmh. tellement le comment elles sont arrivées là que voilà, à un moment, elle réalise que de toute façon, cette image de son corps ne lui appartient vraiment plus. Même Oui, celle qu'elle voilà, même celle qu'elle mettait en scène et même celle qu'elle pensait n'avoir que dans sa chambre, dans une sorte de sphère super intime où il y a qu'elle et elle-même, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe quand même justement cet endroit-là très précieux qui est, le creux de sa chambre, la nuit quand, tout est silencieux et qu'on pense qu'on est vraiment tout seul avec soi-même? Qu'est-ce qui se passe quand même cet endroit-là est violé? Bah, il y a enfin les conséquences sont énormes. oui, oui, c'est vrai que en fait, c'est moins peut dans le projet littéraire, en tout cas, on sent que ce qui est moins important, c'est de parler de la, de la personne qui les a dévoilés et Mmh, de sa responsabilité que de l'impossible droit à l'oubli, de notre absolument. société, finalement. Et de Ouais. ça et c'est là où, en fait, le roman, encore une fois, ouvre une nouvelle porte, c'est que à partir de cette question du droit à l'oubli, vous ouvrez le tiroir de la mémoire. Oui, C'est-à-dire, Alia, bien sûr, elle se rappelle, puisqu'il y a un mélange des temporalités dans le roman, mais et donc elle se rappelle de son passé, de son rapport à son père et à sa mère et aussi de son rapport à ses origines, finalement. Et il y a tout ce passage dans Lyon où vous évoquez l'impossibilité pour Alia de rentrer dans une case. C'est-à-dire, est-ce que c'est, et c'est le mot que vous utilisez dans le roman, une beurette ou une banlieusarde ou une arabe qui parle bien français, et qui, a tout un bagage, de connaissances, patrimoniales, en tout cas, Alia, vous refusez et elle refuse de rentrer dans une case et ça en fait toute sa liberté finalement.
Oui, ça en fait sa liberté qu'elle paye au prix quand même justement, on parlait d'isolement, d'une solitude parce que justement, enfin, en refusant de jouer le jeu, elle le paye juste en restant toute seule, comme et donc quelque part d'être un peu farouche, de se retourner sur son passé, enfin voilà, d'avoir une sorte de figure un peu étrange comme ça. Et effectivement sur la question de ne pas avoir le droit à l'oubli, et donc de retomber sur la même, enfin de parler de la mémoire, c'est aussi de manière générale aussi parler de la mémoire, enfin une mémoire qui a été touchée par cet événement-là, donc une mémoire un peu reconstruite. Et voilà, et donc elle ne revoit sa relation avec son père qu'à travers ce prisme-là, elle ne revoit son rapport à la ville qu'en étant privé de cette ville. Enfin voilà, il y a tout un phénomène qui montre comment la psyché aussi change et refaçonne en fait un rapport à la ville, aux parents, au passé de manière générale. Et c'est étonnant puisque son passé, il est aussi, fait de références. C'est-à-dire qu'Alia, elle a un vieux Romain Gary dans son sac. Alors, bien sûr, comme elle est d'origine maghrébine ou maghrébine, le Vigile, bien sûr, à Lyon, dans une librairie que vous ne mentionnez pas ou un magasin que vous ne mentionnez pas, va croire que c'est un Romain Gary qui est volé. Elle chante du Brel, vous faites des références à l'étranger, à Meursault, de Camus. Il y a aussi une citation qui m'interroge énormément, qui est celle de Jean Genet, reprise par Annie Ernaux en début de son ouvrage La Place. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette citation et nous dire ce qu'elle évoque pour vous? Écrire, c'est le seul remède quand on a trahi, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'elle évoque pour moi? Ah bah c'est une voilà, ça c'est typiquement c'est une citation que j'aurais pu mettre en exergue si j'avais pas envie que le parallèle à Annie Ernaux soit aussi fort, mais bon, il l'est quand même. C'est que en fait, à travers sa vie en France, Alia est terrifiée d'une chose, c'est de changer ou en tout cas d'altérer en fait son identité, enfin, en étant seule, en retombant en fait un peu dans une sorte de silence qui est pour elle le prix de sa tranquillité. Elle a peur de ce que j'aime écrire, enfin j'appelle dénaturer. Et donc en permanence en fait se recréer son passé ou sa vie au Maroc est une manière pour elle enfin concevoir une sorte de roman personnel qui permet de se dire j'ai vécu, enfin voilà ces choses-là et c'est une partie de moi que rien ne m'enlèvera, pas même ma vie ici, etc. Et donc c'est une manière pour elle d'oublier, enfin de lutter contre justement cet oubli auquel elle pense être condamnée. Euh, et cet oubli-là, il est lié en fait à la peur de trahir, parce que elle a l'impression qu'en quittant son pays, enfin, en tout cas, elle a l'impression d'avoir trahi pour beaucoup de choses, et c'est un peu le revers aussi de la culpabilité dont on parlait tout à l'heure. C'est que quand on est persuadé d'être coupable, on est persuadé d'avoir trahi quelqu'un ou quelque chose, ou du moins soi-même. Et c'est un peu ce qu'elle ressent, elle, en permanence. Donc elle a peur d'avoir trahi, je sais pas, ses parents, son pays, d'avoir trahi l'IS, et ensuite d'avoir trahi elle-même, cette arabité-là à laquelle elle tient, et en même temps qui lui coûte, et en même temps elle ne sait pas trop où la caser, justement en France, parce qu'en fait, elle arrive ici et elle découvre que c'est d'autres codes en fait qui sont attendus d'elle ici, et elle comprend pas bien sa place là-dedans. Donc voilà, c'est tout un tas en fait d'éléments qui font que face à cette terreur de trahir, ou même enfin, elle est persuadée qu'elle a trahi de fait, elle se raconte une histoire où elle se parle en fait, et c'est un peu ce que j'aimais dans cette citation là. Et c'est une manière aussi pour elle de trouver sa place. J'ai pas envie d'écrire, alors de dire trouver sa place, c'est-à-dire dans l'écriture, etc. Parce que j'ai un peu du mal avec cette formulation où l'écriture serait une sorte de refuge, la littérature comme refuge. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est une solution de facilité. Mais en tout cas, se parler ou se raconter un peu sa propre histoire, c'est une manière pour elle de trouver sa place dans le processus en fait, mais pas dans l'acte lui-même.
Et c'est ce qui nous la rend extrêmement présente finalement, Alia, c'est Oui. qu'elle est fidèle à elle-même à un moment où elle se rend compte, peut-être par le prisme de la mémoire, à quel point, elle est aussi seule dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que quand elle se souvient de son père et ce qui n'empêche pas qu'elle ressente de l'amour pour ce père, elle se rappelle que finalement le père qui est caractérisé par le silence, la le profond respect du travail, le rapport, alors je projette un peu, peut-être j'ai fait une erreur, mais vous allez voir où je veux en venir. C'est son rapport en tout cas à la religion, notamment par le fait qu'il ne boit pas et elle se rend compte finalement un jour quand elle rentre dans un café qu'il est, face à un verre de rouge et à partir de là, vous déroulez plein de choses sur le fait qu'il y a une grande différence entre l'image qu'on va projeter pour les autres et ce qu'on est en soi et on a l'impression qu'Alia, elle paye le prix fort, heu son projet de faire concorder ces 2 images, ces 2 dimensions. C'est-à-dire la Alia qui existe pour les autres et la Alia qu'elle est elle-même. Oui, bien sûr, enfin et c'est un déchirement qui est presque originel chez elle puisqu'elle commence déjà avec justement ce père, hem, assez dur et devant lequel elle va essayer de changer en pensant que c'est ça qui va faire qu'elle sera plus, aimée ou enfin ou je ne sais quoi et donc il y a une sorte d'adaptation de soi ou de son image très jeune, ce qui conditionne un peu tout le reste, en fait et c'est pour ça que le père est aussi, présent. Mais en réalité, elle est plus proche de ce père-là qu'elle ne pense puisque, oui, il y a une sorte de parallèle entre les 2 profils qui se prolonge tout au long du roman et qui est encore plus marquant là, le soir où le roman se passe avec justement son rapport à l'alcool, mais pas que, c'est aussi ce rapport au silence, en fait. Parce qu'en pensant, enfin, en souffrant énormément du silence de son père, elle réalise qu'elle est devenue un peu aussi taciturne et aussi taiseuse que lui, et peut-être qu'à ce moment-là, elle comprend les raisons véritables derrière son silence. Là où elle s'était imaginé mille et un scénarios avant, justement sur le fait qu'elle était une fille ou qu'elle était, je sais pas, obscène ou peu importe, mais ce qu'elle réalise à ce moment-là, c'est effectivement que, il y a d'autres choses qui font que cet homme est devenu, silencieux, qui ne dépendent peut-être pas tellement d'elle et qui sont surtout le résultat d'une sorte de déterminisme qui les dépasse tous. Oui, mais c'est là où tout à l'heure je parlais de romans de réconciliation plus que de romans de colère. C'est que finalement, en cherchant des réponses pour savoir qui elle comprend aussi finalement un peu mieux qui sont les autres ou en tout cas leur manière de se comporter et c'est en ça que le roman est infiniment solaire, même s'il traite de sujets très, très difficiles. Alors ça n'empêche pas que du coup, effectivement, il y a des sujets difficiles, mais il y a une question pardon, du coup, je m'interromps dans ma dans ma réflexion. Mais Marine fait remonter une question du fil Discord. Donc je vous la livre, Salma. Mmh. J'aurais simplement aimé savoir si le passage du dépôt de plainte était autobiographique, recueilli ou purement fictif. Même question s'agissant des scènes de viol. Enfin, plus littéraire, le dernier contact avec Ilyes s'apparente à une rupture avec le passé dont l'héroïne ne veut plus. S'agit-il d'un deuil positif, sans imaginer de suite, évidemment? Merci d'avance à l'auteur et bravo pour ce roman. Alors du coup, il y a plusieurs questions. Ouais. Salma, est-ce que vous pouvez en tout cas nous parler un peu de cette scène qui est assez viscérale, enfin très prenante pour à la lecture de l'arrivée d'Alia au poste de police au commissariat pour porter plainte sur la divulgation hein, des photos sur les réseaux sociaux. Oui, alors ça, c'est une scène effectivement, vous parlez de roman de réconciliation plus que de colère et ça me fait plaisir. J'ai l'impression que, du coup, il est plus mature ce roman, mais effectivement ça, ce passage-là est un passage de colère et un passage où je me suis peut-être un peu laissée aller à un peu d'ironie, cruelle, en parlant de je Seb le flic, qui sera le Seb le flic et rien d'autre et c'est parce que c'est en fait, c'est une scène où, le dernier recours, possible lui échappe et là encore, enfin, on parlait de la solitude des femmes, c'est un peu son dernier rempart et c'est pour ça qu'elle met autant de temps, en fait, à y aller parce qu'elle a peur, en fait, de ce refus. C'est toujours assez rassurant de se dire: «Au pire, il me restera ça» et elle y va donc en dernier recours en se disant sur ce «au pire» là et c'est un échec total. Non seulement parce que
il y a une incompréhension en face, une incompréhension peut-être un peu bête, mais bon, une incompréhension quand même, et elle a l'impression justement de redevenir une sorte de petit animal de labo qui court partout, qui se fait guetter de tous les côtés. Donc, encore une fois, une sorte de regard un peu pesant tout autour. Il y a un flic derrière, un flic devant, un flic au téléphone, etc. Et il entend parler d'elle. Et c'est ça qui est un peu marquant aussi dans cette scène-là, c'est que donc il y a Seb le flic qui raconte ce qu'il est en train de voir comme photo à quelqu'un au téléphone. Et c'est un processus qui permet de aussi mettre en avant comment est perçue son histoire par la personne lambda, en fait, qui va parler de façon assez froide et neutre, et qui ne va pas prendre des pincettes parce que cette personne a envie d'être son amie ou quoi que ce soit. Voilà. Et le discours lambda, c'est en fait qu'on ne sait pas bien pourquoi elle a pris ces photos et à quoi elles ressemblent ces photos. C'est des photos... il ne sait pas trop, parce qu'en fait, telles que je les ai décrites, on voit bien qu'elles sont un peu particulières. Enfin voilà, c'est pas des photos sensuelles, c'est des photos qui le sont un peu malgré elles, mais parce qu'en fait, il en faut très peu à notre société pour sensualiser des photos. Mais il les qualifie de photos de charme d'ailleurs. Et il les qualifie de photos de charme parce que voilà, il a pas envie de dire érotique, il a pas envie de dire porno, parce qu'en fait, c'est des appellations très techniques. Il lui demande justement l'appareil génital n'est pas visible, donc voilà, en fait on est vraiment dans un registre assez médical presque, sans tenir compte en fait de la victime qui est en face et qui comprend pas bien ce qui lui arrive. Donc c'est une scène cruelle, et en même temps une sorte de jet final où quand elle sort de là et qu'elle se remémore cette question qui lui revient indéfiniment, et en fait qui est peut-être la question que le lecteur et que tout le monde se pose finalement, c'est pourquoi elle a pris ces photos. Et donc le roman est une volonté en fait d'explication du pourquoi. Donc elle se remémore cette question pourquoi, et là il y a ce truc de peut-être que tu aurais dû lui parler d'eux, et la suite de différents événements qui lui sont arrivés ou qui pourraient amener à la personne qu'elle est devenue. Des événements qui évidemment ne répondent pas du tout à la question, mais qui montrent en fait une sorte d'anatomie en fait d'une identité fêlée, qui fait qu'on finit par se poser des questions à 15 saisons de ce à quoi on ressemble, et de le faire, quoi, de n'avoir d'autre recours que de se prendre en photo. Voilà. Donc c'est un peu... Alors sur la question de est-ce que c'est autobiographique, cité, je ne sais quoi, c'est une scène qui est en tout cas suffisamment documentée, voilà, pour être réaliste, parce que il y a certains passages que je ne voulais pas... que je voulais vraiment réaliste, et que je voulais au plus près du réel. Malheureusement, ce sont des questions qui se posent sur la question de la minorité. Par exemple, si les événements se sont passés quand la personne est mineure, on a besoin des parents, effectivement. Enfin voilà, il y a différentes choses comme ça qui font que les personnes victimes peuvent parfois se sentir encore plus isolées, ou en tout cas impuissantes. Oui, et puis ça les renvoie à ses propres traumas, de son impossibilité de communiquer avec sa famille, et cetera. Donc, Oui, c'est vrai qu'on sent que de cet événement, tout le reste peut se craqueler de nouveau, et sa fragilité extrême. Sur, peut-être, puisqu'on approche bientôt de la fin de la rencontre, donc n'hésitez pas à prendre la parole, hein, si vous avez envie. Revenir peut-être juste sur la question du fil Discord, sur, vous savez, le dévoilement des photos est un viol de son intimité, mais dans le roman, vous évoquez aussi quelque part les abus sexuels de Quentin. Votre projet de littérature était aussi de mentionner que la violence, elle se faisait aussi euh, sexuellement et physiquement oui. Oui, bien sur sûr. sur ce personnage-là. C'est c'est une violence qui n'est pas seulement symbolique, qui n'est pas seulement dans les mots, qui peut être aussi brutale et qui peut être physique, effectivement. Et, et finalement, en tout cas tel que Alia le ressent, c'est une sorte de conséquence naturelle des choses. Et finalement, c'est pas ce qui lui arrive de plus violent, hein. Effectivement, enfin, c'est brutal, mais comme je disais sur le processus de culpabilité, pour elle, il y a une sorte de fil naturel des choses, et qu'est-ce qu'elle attendait en fait. Et c'est même pour ça que finalement, elle porte même pas plainte pour cet événement-là. C'est que pour elle, il faut remonter à la source des choses, mais la suite
c'est juste la conséquence, et c'est ce qu'elle se dit quand, pendant en fait l'acte, elle dit bon, voilà, à partir du moment où je ne suis plus vierge, même le français qui peut-être aurait pu penser différemment vu qu'il vient d'ailleurs, pense pareil et prend ce qu'il y a à prendre, quoi. Enfin, et considère en tout cas qu'il y a des choses à prendre. Et donc il y a tout un processus un peu où elle internalise cette peur-là, qu'elle ne dit rien et qu'elle reste là, même avec un petit sourire. Enfin, donc c'est une scène un peu brutale, enfin un peu beaucoup, mais c'est ce que je veux dire, c'est que la violence physique n'a pas été la plus dure à vivre pour Aya, elle n'a pas été la plus dure à écrire pour moi. D'accord. C'est plutôt tout le reste toute la dissociation, en fait, qui est terrible. Et voilà. Et en tout cas, c'est vrai que ça rajoute au côté machiavélique de Quentin et par opposition, peut-être, on trouve encore plus Ilias, heu on le voit encore plus comme une figure, rassurante. Hem, ça s'est imposé assez vite, l'idée que le roman se terminerait par un retour à Casablanca, dans Oui, l'écriture? ça, c'était très rapide, effectivement. Il y a eu des scènes qui ont été très longues, enfin, en tout cas, où j'étais vraiment piégée, mais je savais pas comment dénouer la chose. Et pour le coup, c'était une des premières scènes écrites, en fait, la scène des retrouvailles avec Ilias. Parce que je voulais que ça se termine, en fait, avec Ilias, et donc après, il fallait qu'il revienne, en fait, systématiquement à travers le roman pour que ça puisse faire sens de le retrouver à la fin, ou de l'attendre, en tout cas. Alors il y a une question encore sur le Discord et peut-être ce sera la dernière, question de Margot. Alors Salma, je vous la lis. Mhm. Bonjour Salma, tout d'abord mes excuses pour cette question écrite. L'oral m'est assez difficile, je préfère donc me servir de cette option. Votre livre m'a terriblement touché. J'ai rarement lu un livre écrit à la seconde personne du singulier. Euh, et la plupart ne m'ont que très peu plu, à l'inverse du vôtre qui m'a pris aux tripes dès le début. En le lisant, j'ai eu la sensation de lire un témoignage personnel et en même temps un cri du cœur de la gente féminine en général, un personnage de fiction qui dénonce des faits fort réels. Je me suis donc posé une question, dans votre œuvre, où commence la narratrice et où s'arrête Salma? Est-ce votre histoire ou l'histoire des femmes regroupées? On reprend après si vous voulez bien, je vous la lis en entier, et puis Oui, oui. voilà, mais est-ce votre histoire ou l'histoire des femmes regroupées en un récipient qui dénonce et défend les victimes? Même si le personnage d'Alia est un personnage et n'est pas autobiographique, comme vous l'avez dit, il y a cette impression persistante que la narration transpose les idées et la colère de l'auteur, en plus de l'introspection et de la réconciliation du personnage avec elle-même. Dans les études que je fais, nous apprenons à différencier les deux pour mieux approfondir nos recherches et interprétations. Or, dans votre livre, la distinction me semble presque impossible. J'ai la sensation de lire Alia et Salma en même temps, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. La question est un peu étrange, je m'en excuse, c'est juste un point qui m'a beaucoup travaillé au cours de ma lecture et beaucoup plu. Voilà. Merci pour la question. Pourquoi, en fait, du coup, ça m'évoque une question en retour, mais effectivement, pourquoi, dans le cas particulier de ce roman, ça vous semble impossible de distinguer les deux? Je sais pas. Parce que finalement, on ne me connaît pas du tout. C'est ce que les gens. C'est perdu à me répéter que les pages biographiques sont très courtes et qu'on trouve rien à part les 4 petites lignes sur la 4e de Grasset. Et peut-être que c'est suffisant pour qu'on se dise que Alia et Salma, c'est le pareil, je sais pas. Euh, mais ça m'intrigue en tout cas de se dire pourquoi la distinction est impossible entre les deux. Sinon, je m'aventure à une réponse. Donc, est-ce votre histoire? Non, mais l'histoire des femmes regroupées. Alors, si on sent effectivement quelque chose qui prend au trip, bah, j'en suis ravie. J'ai cherché justement, enfin, je sais que le tube, par exemple, a été, enfin, une question assez épineuse qu'on avait abordée avec mon éditeur parce qu'il avait très peur en fait de ce processus-là, mais principalement parce que des fois on écarte encore plus le lecteur en fait. Euh, mais dans le cas d'Alia, je trouvais que ça faisait sens, donc je suis contente que ça marche et que ça touche et que ça implique justement les lecteurs et lectrices. Euh, mais est-ce qu'il y a une colère derrière? Évidemment, enfin, je veux dire, si la question c'est de me demander si dans cette narration il y a une sorte de jaillissement de colère de ma part, ça bien sûr, sinon je ne m'évertuerais pas à écrire un roman sur le sujet. Euh,
mais qui danse enfin voilà, une narration qui dénonce des faits réels, effectivement. Enfin, ça peut être aussi, voilà, la question de Alia, c'est pas tellement de se dire combien il y a de Salma dedans, mais combien il y a de femmes tout court, en fait. Et c'est ça la volonté que j'avais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais ma vie n'est pas intéressante, c'est qu'en fait, c'est plutôt là où, enfin, sortir un peu du côté voyeur de combien il y a de Salma ou je ne sais quoi, mais plutôt combien il y a de femmes en fait. Et c'est ça qui est un peu marquant et c'est ce qui a été un peu troublant dans les rencontres aussi avec les étudiants ou pas que les lecteurs de manière générale, c'est de voir en fait que l'expérience de Alia n'était pas si anodine ou si individuelle que ça. Et c'est ce que je voulais dire justement par la notion de sororité, c'est aussi peut-être de parler ou d'élever la voix ou d'écrire ou d'exprimer une colère pour toutes ces femmes qui, par honte, par culpabilité, par peur de trahir ou par je ne sais quoi, n'ont pas pu le faire. Et c'est un peu, voilà, Alia, c'est un peu le porte-parole plus que moi, hein, c'est vraiment Alia qui est celle donc, qui n'a plus honte de rien, ou en tout cas qui a tellement honte qu'elle n'a plus rien à perdre, et qui décide donc de parler à haute voix et d'aller jusqu'au bout de sa quête. Donc est-ce que c'est peut-être ça en fait, enfin, j'espère que c'est ça qui a résonné avec vous et avec d'autres, mais voilà, en tout cas, je me pose la question de pourquoi la distinction est particulièrement compliquée dans mon cas, mais bon. Peut-être un élément de réponse, c'est aussi, vous savez, propre à notre époque. C'est-à-dire que vous touchez à des choses très, très, alors, encore une fois, j'ai absolument pas la Oui, réponse et oui, je bien me sûr. permettrai absolument pas de l'avoir, hein. C'est juste qu'on réfléchisse ensemble, parce qu'encore une fois, c'est hyper rare de pouvoir en parler avec l'autrice directement. Et d'ailleurs, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas, parce on va bientôt terminer, mais voilà, si une dernière question vous vient à l'esprit, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. C'est que c'est peut-être propre aussi à l'époque vous savez, de ce que vous disiez tout à l'heure, de la représentation de soi Oui, et donc du récit en jeu. Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, vous êtes dans un récit en tu, mais qui résonne auprès des lecteurs comme quelque chose de très personnel. Donc là, il y a quelque chose à interroger sur des dispositifs mental. Et peut-être aussi qui est que le recours à la fiction dans un moment où les thématiques des violences faites aux femmes, euh, les différences, je dirais même culturelles qui vont jusqu'à l'intolérance, au racisme, etc. Comment est-ce qu'on peut les réinjecter dans la fiction? C'est-à-dire que ce qui était fait par des gens même qui étaient de l'extérieur. Enfin, c'est aussi la question des sensitivity readers aujourd'hui, oui. c'est-à-dire comment est-ce qu'on se projette sur quelque chose qui n'est pas soi et qui peut-être est le cœur même de la littérature. Mm. Et quand c'est des thématiques qui sont quand même proches de vous, de moi, de toutes les personnes, je pense, qui sont réunies Mm. aujourd'hui, on peut se dire que quand même, on peut s'autoriser de passer par le prisme de la fiction et pas seulement de l'autobiographie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de choses qu'on n'a pas forcément vécues, en fait. Voilà. Ou en tout cas, en parler différemment Oui. de la manière dont on les a vécues et que tout ça peut être mal axé pour en faire un roman. Et parce que la réception n'est pas la même. Quand on lit un témoignage, c'est un témoignage. Et on lit en sachant que voilà, la personne témoigne de quelque chose qui lui arrive. Et nous, on est un témoin. Là où dans un roman, il y a un champ d'identification qui est plus large peut-être. Et qui n'est plus justement, enfin, le lecteur, et là, je n'ai aucune, enfin, il n'y a aucune hiérarchisation entre les deux genres, mais le lecteur n'est plus seulement témoin passif assis à lire ou à écouter ce que la personne a à raconter ou à gueuler, mais et peut-être aussi identifié ou peut s'identifier en tout cas à travers le personnage. Et là, j'ai l'impression donc qu'à partir de là, on essaie aussi de se dire dans quelle mesure alors l'auteur peut s'identifier à son personnage. Mais c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire quand on choisit le prisme de la fiction plutôt que celui du récit ou du témoignage, etc. C'est de dire effectivement il y a une petite zone de flou et autant toi lecteur tu peux t'identifier à ce qui t'est raconté, autant moi j'ai pu m'identifier en l'écrivant, mais en fait acceptons toi comme moi que ce soit un espace tiers où voilà on pourrait rentrer sortir sans que ce soit une histoire qui m'appartienne totalement à moi ou totalement à toi. Merci beaucoup pour tout ça. Merci. C'était très, très enrichissant et voilà, j'espère que tous les étudiants et étudiantes qui assistaient à la rencontre y auront pris autant
d'intérêt que moi, pour le coup. Et je vous remercie vraiment pour votre générosité et votre humilité parce que c'était c'est un roman qui remue beaucoup, beaucoup de questions de notre société, des questions qu'on a tous, je pense, personnellement, parce qu'on est à peu près tous de la même génération. Et merci de l'avoir partagé avec Bah, nous. merci beaucoup. Voilà. Marine, est-ce que tu veux clore la discussion? Avec plaisir, mais voilà, bon, Henri a déjà tout dit. Merci infiniment, Salma, d'avoir été présente aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça aura permis aussi pour les étudiants présents, voilà, de peut-être répondre à certaines questions, d'avoir un impact aussi sur peut-être les questions qui se posaient pour le choix futur du vote. Donc j'en profite pour rappeler une dernière fois, voilà, que les votes, la clôture de vote se fera ce dimanche. Donc n'hésitez pas à passer sur la plateforme pour voter si ce n'est pas déjà fait. Donc Et voilà. Et encourager puis, tous vos camarades aussi hein, bien à sûr, faites voter. passer, faites Hein. passer le mot. N'hésitez surtout pas. Et puis, par ailleurs, voilà, faites passer le mot également que pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, la rencontre a été enregistrée, donc on va la publier très bientôt enfin, avant dimanche, bien sûr, sur notre page dédiée. Comme ça, vous pourrez la revoir pour les personnes présentes et puis voilà, la partager également à tous les membres du jury. Donc, merci